En apprenant le complot cruel de la femme de mon fils, j'ai fui leur maison sans un mot. Découvrez les détails choquants de son plan et ma réaction dans cette histoire captivante. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. J'ai quitté en secret la maison de mon fils après avoir découvert le plan cruel de sa femme. Je regardais par la fenêtre le ciel gris de Sainte-Maxime, de lourdes gouttes de pluie glissaient sur la vitre, brouillant les contours du jardin de la maison de retraite, les jardins d'automne. 64 ans, pensais-je, lissant les plis inexistants de ma robe de flanelle fanée. 64 ans, et me voilà dans une chambre aux murs beige, avec une odeur de rose que l'administration utilisait pour masquer l'arôme inévitable de la vieillesse, des médicaments. Madame Lefèvre, vous n'êtes pas descendue pour le petit déjeuner. La tête de Camille, jeune infirmière, à la queue de cheval toujours en désordre. Un carnet pour suivre les résidents passa par la porte. Nous étions inquiets. À mon âge, j'ai gagné le droit de sauter le gruau. Si j'en ai envie. A.I.G. répondit, sans me retourner. J'aimais Camille, l'une des rares à regarder les personnes âgées dans les yeux, pas à travers elles. Dites à Étienne que je serai là pour le déjeuner. Camille a hoché la tête, disparaissant, laissant derrière elle une odeur de chewing-gum aux fruits, de parfum bon marché. J'ai soupiré, tournant mon regard vers les photos sur la commode. Marcel, mon mari, souriait sur la plus grande, prise l'année avant sa mort. Lors de nos 40 ans de mariage au lac d'Annecy, ses yeux bleus vifs semblaient me suivre. Tu aurais détesté cet endroit. A.I.G. dit doucement. Tu disais toujours que tu mourrais chez toi. Tu as eu de la chance. Les souvenirs des derniers jours de Marcel m'enveloppaient comme une lourde couverture. Le cancer du pancréas l'a emporté vite. Trop vite pour que je me prépare. 4 mois du diagnostic aux funérailles. 4 mois qui ont transformé ma vie d'une routine ordonnée à un chaos de chagrin après sa mort. Notre maison victorienne à 3 étages, où nous avions vécu presque toute notre vie ensemble, est devenue insupportablement vide. Chaque pièce portait les souvenirs de disputes, de réconciliation, de l'éducation de Julien, de soirées calmes à lire, de célébrations bruyantes avec des amis. J'ai tenu ce sanctuaire de souvenirs presque 3 ans, avant de décider de vendre. L'agent immobilier, une femme aux traits anguleux, une légère odeur de citron, disait que j'en tirerais un bon prix. Les jeunes familles aiment les maisons avec une histoire, expliquait-elle, prenant des photos pour l'annonce, ironiait. Moi, son histoire, je n'avais plus ma place dans ces murs. Quand la vente a été conclue, j'ai ressenti du soulagement, mais aussi une étrange trahison, comme si j'avais vendu non seulement la maison, mais la mémoire de ma vie avec Marcel. Julien, mon fils unique, a proposé que je m'installe chez eux, dans leur grande maison de banlieue à 2 étages, où il vivait avec sa femme, Céline. J'ai refusé, je voyais trop bien la tension au coin des lèvres de Céline. Quand Julien a fait l'offre, une pause microscopique, avant qu'elle force un sourire, disante. Bien sûr, Madeleine, nous serions ravis. J'ai choisi les jardins d'automne, une maison de retraite de classe moyenne à Sainte-Maxime, assez loin de Julien pour ne pas être un fardeau, assez proche pour des visites occasionnelles, qui se raréfiaient la première année. Julien venait tous les week-ends, avec une boîte de mes chocolats préférés aux amandes, noix de coco, parlant du travail, du temps, de la nouvelle voiture achetée avec Céline. Elle venait une fois par mois, toujours impeccablement habillée, toujours avec une note d'impatience, s'excusant de ne pas pouvoir rester chez dîner avec les collègues de Julien. Je dois passer chez mes parents. Préparation d'une présentation pour demain. Les raisons changeaient.
Le sous-texte restait. J'étais une obligation à remplir, pas une personne avec qui on voulait passer du temps. La deuxième année, les visites se réduisaient à 1 ou 2 par mois. La troisième, Julien venait 1 fois par mois, parfois moins. Les appels remplaçaient les rencontres. D'abord longs, avec des récits détaillés de sa vie, des questions sur la mienne, puis plus courts. « Désolé, maman, je suis en réunion. Je te rappelle. » Le rappel ne venait jamais. À la 4e année, j'étais devenu un point sur sa liste de tâches, appelée maman, coché, fleurs pour la fête des mères, carte, coché, appel d'anniversaire, cadeau par coursière, coche. J'étais devenu invisible dans la vie de mon fils. Cette invisibilité s'étendait à d'autres aspects. Les vendeurs en magasin regardaient à travers moi, s'adressant aux clients plus jeunes. Les serveurs posaient des questions à mes compagnons plus jeunes. Les médecins me parlaient avec condescendance, comme si mon âge diminuait ma capacité mentale. J'ai même fait une expérience dans une librairie en ville. Attendant 10 minutes au comptoir d'information, 3 employés passaient, aidant d'autres clients, avant qu'un jeune homme à la barbe broussailleuse me remarque. « Puis-je vous aider, Mamie ?»« Mamie. »« Passe, madame. » Pas madame Lefebvre, mais mamie, un terme impersonnel qui effaçait tout ce que j'étais. Professeur de mathématiques avec 30 ans d'expérience. Femme ayant marché pour les droits civiques dans les années 60. Gagnante d'un tournoi d'échecs régional. Épouse. Mère. Personne. Tout réduit à un mot. Grand-mère. Au jardin d'automne. J'avais au moins un nom. Madeleine Lefebvre. Chambre 213. Aime le thé à la menthe. Les mots croisés du monde. Déteste le gruau. Participer aux cours de yoga en groupe. Mais même ici, je me sentais souvent invisible. Une des nombreuses femmes âgées aux cheveux gris, mains ridées, facilement confondues, dans la salle à manger, un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Madame Lefebvre. Étienne, le réceptionniste, homme d'âge moyen avec une calvitie naissante, yeux toujours fatigués, a jeté un œil dans la chambre. Ça, vous avez une visite. J'étais surprise, c'était mercredi, un jour ordinaire. Julien ne venait jamais en semaine. Qui? J'ai demandé, arrangeant mes cheveux. Valérie Dubois, a répondu Étienne. Elle vous attend dans la salle des visiteurs. Valérie Dubois. Le nom semblait familier, mais je ne me souvenais pas où je l'avais entendu. Peut-être une ancienne collègue du lycée ou une membre du club de lecture. Avant mon déménagement ici, je me suis vite changée pour une robe bleu marine décente, mise du rouge à lèvres, me dirigeant vers la salle des visiteurs. Une femme d'une 50aine d'années m'attendait, en tailleur austère, tenant une pochette en cuir. Madame Lefebvre. Elle s'est levée à mon entrée. Merci de me recevoir. Je suis Valérie Dubois, du cabinet d'avocats Lambert, Moreau et Associés. Nous gérons le dossier de votre sœur, Colette Pris. Colette, ma sœur aînée, avec qui nous n'avions pas parlé depuis presque 20 ans. Notre dernière rencontre s'était terminée par une dispute sur l'héritage de nos parents, une querelle mesquine qui s'était transformée en fossé infranchissable. Il est arrivé quelque chose à Colette. J'ai demandé, devinant la réponse. Les avocats n'apportent pas de bonnes nouvelles. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais votre sœur est décédée il y a 3 semaines. A dit Valérie, cancer du poumon, terminal. Tout est allé très vite. J'ai senti quelque chose se serrer en moi. Colette, ma sœur arrogante, têtue, brillante, celle qui savait toujours mieux, toujours un pas devant, toujours le dernier mot, morte. Et je ne savais même pas qu'elle était malade. Pourquoi personne ne m'a prévenu?
Ma voix était plus tranchante que prévu. Elle m'a demandé de ne pas le faire, a répondu Valérie simplement. Elle ne voulait pas que vous la voyiez ainsi, mais elle a modifié son testament une semaine avant sa mort. Valérie a ouvert la pochette. Sortant des papiers, Madame Pry vous a laissé une enveloppe avec une lettre et ses économies, 235 000 € en liquide. Elle a insisté pour du liquide. Ce qui a pris du temps à organiser, elle a posé l'enveloppe scellée sur la table, continuant d'expliquer les détails du testament, mais je n'écoutais plus. 255 000 € en liquide. De la sœur qui avait prétendu pendant 20 ans que je n'existais pas, le reste de la journée s'est passé dans un brouillard. J'ai signé les papiers nécessaires, pris l'enveloppe avec la lettre, organisé la livraison de l'argent, une somme absurde que Valérie a proposé de placer dans un coffre-fort de mon choix. De retour dans ma chambre, j'ai fixé l'enveloppe longtemps, avant d'oser l'ouvrir. À l'intérieur, une feuille couverte de l'écriture pointue de Colette. Chère Madeleine, si tu lis ceci, je suis partie, je trouve ça un dénouement approprié à notre histoire. J'ai toujours eu besoin du dernier mot, même si je devais mourir pour l'avoir. Je sais que nous avons gaspillé 20 ans dans une querelle futile. Maintenant, face à la fin, tout semble si insignifiant. Qu'est-ce qu'un service de grand-mère, une montre de père, comparé à 2 décennies de silence? L'argent que je te laisse est ma rédemption, pas que l'argent puisse tout réparer, mais j'espère qu'il te donnera la liberté qui m'a toujours manqué. J'ai passé ma vie à économiser pour un avenir qui n'est jamais venu. Ne fais pas la même erreur. Ta sœur. Colette. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, me permettant de pleurer vraiment pour la première fois depuis des années. Pas les larmes silencieuses versées à la mort de Marcel, mais des sanglots bruyants qui secouaient tout mon corps. Quand les larmes se sont taries, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si quelque chose qui me serrait la poitrine depuis longtemps s'était relâché. Avec cela, une décision. J'avais passé des années à devenir invisible. D'abord pour la société, puis pour mon fils, sa femme, et récemment, pour moi-même. Mais l'argent de Colette changeait tout. 275 000 €, assez pour tout changer. Un plan s'est formé presque instantanément. Je ne dirai rien à Julien de l'héritage par téléphone. Je me présenterai chez lui sans prévenir. Avec l'argent, une offre, je lui donnerai une partie, gardant le reste pour un jour difficile. Une chance de redevenir visible dans sa vie, de reconstruire une relation qui s'était érodée. Le taxi s'est arrêté devant une grande maison de briques rouges à 2 étages, avec des colonnes blanches. En regardant la maison de mon fils par la fenêtre, j'avais l'impression de visiter un musée, pas un nid familial, les buissons parfaitement taillés, la pelouse impeccable, les lumières ornementales le long de l'allée, toutes criaient richesse. Goutte impeccable, aux dettes exorbitantes. En tant que professeur de mathématiques ayant travaillé 30 ans au lycée, j'avais vu assez de familles vivant au-delà de leurs moyens. Nous y sommes, madame, a dit le chauffeur, un jeune homme avec une oreillette, 25 €. Je lui ai tendu 2 billets de 20. Gardez la monnaie. Aïe, dites, descendant, pouvez-vous m'aider avec ma valise? Il a hoché la tête, sortant ma vieille valise bleue du coffre, la posant sur le trottoir. Il a hoché la tête encore, puis est parti, me laissant seul face à la maison de mon fils. J'ai pris une profonde inspiration. Avant de me diriger vers la porte d'entrée, l'argent de Colette était bien rangé dans ma valise. 255 000 € en liasses de sang, enveloppé dans du papier Kraft, placé dans un compartiment secret que Marcel avait fabriqué il y a des années pour notre voyage en Europe. Au cas où on serait volé, disait-il.
Un plan de secours ne fait jamais de mal. Un plan de secours. J'en avais un aussi. Si tout se passait bien, je donnerais à Julien 137 500 €. La moitié, sinon, eh bien, j'avais laissé mon compte au jardin d'automne ouvert, mon billet de retour dans la poche latérale de ma valise. La porte s'est ouverte avant que je puisse sonner. Julien se tenait sur le seuil, en chemise bleue, pantalon sombre, l'image même d'un cadre moyen prospère. « Maman !» m'a-t-il enlacé avec un enthousiasme légèrement exagéré. « Tu aurais dû appeler, je serais venu te chercher à l'aéroport. » Et te priver du plaisir d'une surprise. J'ai souri, m'écartant. D'ailleurs, je sais à quel point tu es occupé au travail. Jamais trop occupé pour ma mère. A-t-il pris ma valise? Mon Dieu, qu'as-tu mis là-dedans? Des briques? J'ai ri, essayant de rendre cela naturel. Tu sais, à mon âge, il est dur de voyager léger. Médicaments, chaussures, confortables, livres, tout ça pèse. Julien m'a conduite dans un hall spacieux, avec un sol en marbre, un lustre, un cristal, un luxe frôlant la vulgarité. Le choix de Céline. Sans doute, ma belle-fille préférait toujours l'opulence ostentatoire à l'élégance raffinée. Céline, a crié Julien. Regarde qui est là. Céline est apparue du fond de la maison, mince, bronzée, parfaitement coiffée, portant une robe coûtant probablement autant que ma pension mensuelle, 38 ans, paraissant 35. Grâce à des régimes stricts, des nutritionnistes coûteux, selon mon dernier appel, avec Julien, des ajustements mineurs chez le chirurgien esthétique. Madeleine, elle, s'est approchée, répandant un parfum floral, m'enlaçant à peine. Quelle agréable surprise! Pourquoi n'as-tu pas dit que tu venais? J'aurais préparé ta chambre. Désolée, ma chère, a-j'ai répondu, avec un câlin tout aussi superficiel. La décision était spontanée. J'espère ne pas causer d'inconvénients? De quoi parles-tu? Quel inconvénient? Son sourire ne touchait pas ses yeux. Tu es de la famille. De la famille. Un mot qui aurait dû réchauffer, mais dans la bouche de Céline, sonnait comme un diagnostic. Je vais te montrer ta chambre, a dit Julien, montant les escaliers. On te met dans la chambre d'amis au 2e étage. Elle a une belle vue sur le jardin. Je l'ai suivie, essayant de ne pas montrer combien il était dur de monter les marches. L'arthrite dans mes genoux me gênait plus que d'habitude. La chambre d'amis était spacieuse, avec un grand lit, des murs blanchis, un mobilier minimaliste, pas un objet personnel, pas une photo, un espace parfait pour quelqu'un de passage. Mets-toi à l'aise. Julien a posé la valise près du lit. Le dîner sera prêt dans 1 heure. Céline a commandé chez un nouveau restaurant italien. Tu sais, elle n'est pas très cuisinière. Merci, mon chéri. J'ai embrassé sa joue. Donne-moi un peu de temps pour me rafraîchir. Je descends, bientôt. Quand la porte s'est fermée, je me suis enfin détendue, m'asseyant sur le bord du lit, sentant la tension des derniers jours m'envahir. Le doute me rongeait. Avais-je raison de venir sans prévenir? N'aurait-il pas mieux valu appeler? Sans noces. Mais mon instinct me disait que l'effet de surprise me donnerait un avantage. Je verrais leur vraie réaction, pas celle préparée après des jours d'avertissement. Je suis allé à la fenêtre. La vue était magnifique. Un jardin soigné avec un kiosque, une petite fontaine, des chemins de pierre. On aurait dit la couverture d'un magazine de campagne, coûtant probablement une fortune. Après une douche, j'ai enfilé la robe bleue que Marcel appelait ma robe de combat. Descendant pour le dîner, la salle à manger était comme le reste de la maison,
une immense table en bois sombre, des verres en cristal, des couverts en argent, 3 places dressées à un bout, comme si le reste était réservé à des invités qui ne venaient jamais. Céline s'affairait, disposant les plats commandés. « J'espère que tu aimes la cuisine italienne », a-t-elle dit, sans me regarder. « J'ai commandé plusieurs plats pour que tu choisisses. » Tout a l'air délicieux. Aïgé répondit, bien que la plupart des plats m'étaient inconnus. Les jardins d'automne privilégiaient une cuisine française traditionnelle. Tu es si gentille, Céline. Elle m'a enfin regardé, souriant presque sincèrement. De rien. On se voit si rarement. Une note de soulagement dans sa voix que j'ai ignorée. Julien est arrivé avec une bouteille de vin. Ça, rouge ou blanc? Maman? Rouge, s'il te plaît. Aïgé répondit. Ah, mais pas trop. À mon âge, l'alcool n'est plus un ami. Quelques gorgées de bon vin, c'est bon pour le cœur, a-t-il dit, remplissant mon verre. C'est ce que papa disait. Ton père disait beaucoup de choses. Aïgé sourit à ce souvenir. Pas toutes scientifiquement fondées. Jack, nous nous sommes assis. Le rituel du dîner familial a commencé. Passage des plats. Commentaires sur le temps. Questions prudentes sur ma santé. La conversation restait superficielle. Personne ne s'aventurait dans des sujets profonds. Comment vont les choses au jardin d'automne? A demandé Julien, servant des pâtes. Tu parles moins de ta vie là-bas? C'est pareil, Aïgé répondit. Tu sais, peu de choses changent dans les maisons de retraite. Même personne, mêmes activités, mêmes conversations au dîner. Ça semble cosy, si, a dit Céline, touchant à peine sa nourriture. C'est Céline tous les sûrs, déplaçant des morceaux dans son assiette, une façon de décrire la monotonie. Aïgé prit une gorgée de vin, mais je trouve de quoi m'occuper. Je dirige un club de littérature pour quelques résidents. Je joue au bridge le mardi. J'ai commencé à apprendre à Étienne, notre réceptionniste, à jouer aux échecs. C'est merveilleux. Maman, Julien semblait sincèrement ravi. Je savais que tu trouverais un moyen de t'occuper. Comme si j'avais le choix, les mots sont sortis plus durs que prévu. Un silence gênant s'est installé. Ce que je veux dire, Aïgé corrigeait vite. C'est qu'à mon âge, il faut exercer l'esprit constamment. Sinon, on oublie les noms, on perd ses clés. Céline a ri, trop fort, trop soulagée. Oh, Madeleine, tu as toujours été si pratique. Julien dit qu'il a hérité son organisation de toi. Vraiment. Aïgé regardait mon fils. Je n'aurais jamais deviné. Enfant. Je devais lui rappeler de mettre des sous-vêtements propres. Maman. Julien a rougi comme un garçon. Je suis sûre que Céline n'a pas besoin de ces détails. Au contraire, Céline s'est animée avec un intérêt soudain. J'aime les histoires sur le petit Julien. Il raconte si peu de son enfance, et j'ai raconté des anecdotes amusantes sur mon fils. Comment il a essayé d'apprendre à nager au chat du voisin dans la baignoire. Comment il est allé à l'école en pantalon de pyjama un jour froid. Comment il refusait les légumes verts jusqu'à 12 ans. Julien était gêné, mais ravi de mon attention. Céline riait, posait des questions, et pendant un moment, l'atmosphère s'est réchauffée, comme si la glace fondait. Après le dîner, Julien a insisté pour que je me repose, pendant qu'il débarrassait. « Tu es notre invité, maman. » A-t-il dit. « Va au salon, allume la télé, Lys. On te rejoint bientôt. » Je n'ai pas discuté. La soirée avait été fatigante. Mes vieux genoux avaient besoin de repos. Le salon, comme le reste de la maison,
était décoré avec un goût criant l'argent, canapés en cuir, table basse en verre, immense téléviseur mural sur la cheminée, des photos encadrées d'argent. Julien et Céline en vacances, à un événement caritatif. Dans une station de ski, pas une photo de moi ou Marcel, je me suis assise sur le canapé, prenant un magazine de décoration sur la table. En le feuilletant, j'ai entendu des voix étouffées de la cuisine. D'abord, j'ai essayé de ne pas écouter. L'espionnage n'était pas mon habitude. Mais quand la voix de Céline s'est faite plus forte, plus tranchante, je n'ai pu m'empêcher d'y prêter attention. Tu n'aurais pas pu me prévenir. A-t-elle dit, j'avais prévu de rencontrer Sophie demain. Maintenant, je dois annuler. C'est ma mère, Céline. La voix de Julien semblait fatiguée, comme si ce n'était pas la première fois. Que devais-je faire? Lui dire de partir? Bien sûr que non. La voix de Céline avait une note mielleuse, que je reconnaissais comme un signe de manipulation, mais elle aurait pu appeler, on aurait pu se préparer. Tu sais combien cette réunion est importante pour moi. Je sais, ma chérie. Julien semblait coupable. Mais c'est juste pour quelques jours. Elle ne reste jamais longtemps. Quelques jours, où on doit prétendre être une famille heureuse. Céline a baissé la voix. Je devais tendre l'oreille. As-tu remarqué comment elle regardait la maison, comme si elle notait tout, comme un examen scolaire? Elle est toujours comme ça? Julien s'est défendu. Ça ne veut pas dire qu'elle juge. Mais si, a insisté Céline. Et j'en ai marre de me sentir inadéquate chez moi. D'ailleurs, sa voix s'est encore baisée. J'ai capté un fragment. La banque a appelé. Berthe. Je me suis adossée au canapé, feignant d'être absorbée par le magazine. Quand ils sont entrés dans le salon, Céline portait un plateau de café, de dessert, un tiramisu dans des vases en verre élégants. J'espère que tu aimes le tiramisu, Madeleine, a-t-elle dit avec un sourire, sans trace de son irritation récente. C'est la spécialité du restaurant. Ça a l'air délicieux. Si Aïdji répondu, bien que je n'en avais jamais mangé. Ah, oh, alors tu vas te régaler. A-t-elle posé le plateau sur la table? Julien, chéri, veux-tu verser le café? La soirée a continué sur le même ton d'attention ostentatoire, conversation superficielle, sujet soigneusement évité. J'ai parlé de la maison de retraite, taillissant ma solitude. Julien a partagé des nouvelles d'une promotion au travail. Omettant qu'elle datait d'1 an, Céline a parlé de son comité caritatif, sans préciser que son implication se limitait à acheter des billets pour des événements, montrer ses tenues. Je me suis excusée, prétextant la fatigue, montant dans ma chambre, en montant les escaliers. J'ai entendu le téléphone de Céline sonner, s'est pas précipité vers le bureau. Dans la chambre d'amis, j'ai d'abord vérifié ma valise. L'argent était là, intact. Je ne soupçonnais pas Julien ou Céline de voler, mais l'habitude de vérifier les objets de valeur après un déménagement persistait. Après une douche, enfilant ma chemise de nuit, je m'apprêtais à me coucher, quand j'ai entendu la voix étouffée de Céline dans la pièce voisine. Elle était au téléphone, assez fort pour que les mots traversent le mur. C'est la 3e fois cette semaine. Je leur ai dit qu'on paierait le mois prochain, mais ils n'écoutent pas. Une pause? Non. Ne dis rien à Julien. Il est déjà à cran. Oui, ils ont promis une augmentation, mais pas avant le prochain trimestre. Je sais, je promets de te rembourser d'ici la fin du mois. Non, emprunter encore n'est pas une option. On a déjà 3 prêts en cours. Je me suis éloignée du mur, me sentant coupable d'écouter, mais l'information était dans ma tête.
Des problèmes financiers, pas juste des difficultés temporaires. Mais de graves dettes, et Céline cachait une partie à Julien. Je me suis couché, mais le sommeil ne venait pas, mes pensées tournaient autour de la conversation entendue. La maison luxueuse qu'il ne pouvait probablement pas se permettre, l'argent dans ma valise, qui pourrait résoudre leurs problèmes, qu'ils ignoraient encore. J'avais prévu de leur parler de l'héritage au petit déjeuner. Maintenant, je n'étais plus sûre. Mon intuition, celle qui m'aidait à repérer les tricheries dans les copies des élèves, suggérait d'observer encore, d'en apprendre plus sur la situation, avant de révéler mes cartes. Dehors, la pluie nocturne résonnait. J'écoutais ce son, essayant d'étouffer mes pensées troublées. Une porte a claqué quelque part dans la maison, puis des voix étouffées. Julien et Céline se disputaient. Je ne distinguais pas les mots. Je me suis tournée sur l'autre côté, tirant la couverture jusqu'au menton. Demain, je regarderai plus attentivement, écouterai plus finement. Peut-être que d'ici la fin de la journée, je comprendrai ce qui se passait vraiment derrière la façade de ce lien familial parfait. Le matin a commencé avec un café parfumé, un petit déjeuner gênant. Céline était la grâce même, offrant des gaufres maison, des baies fraîches, du yaourt. Elle a même demandé mes projets pour la journée avec un enthousiasme, comme si ma réponse comptait, mais j'avais appris à reconnaître ces sautes d'humeur, de l'irritation à une sollicitude mielleuse. Et retour, j'ai une réunion avec un client, a-t-elle annoncé, essuyant élégamment ses lèvres avec une serviette. Ça va si je vous laisse tous les deux? Julien travaille de la maison aujourd'hui. Bien sûr, ma chère. Aïe, sourit. Mon fils et moi passerons un moment merveilleux. Julien a levé les yeux de sa tablette. Je peux reporter quelques rendez-vous pour te faire visiter la ville. Maman, beaucoup de choses ont changé depuis ta dernière visite. Pas besoin. Aïe, j'ai tapoté son bras. Je sais à quel point tu es occupé. D'ailleurs, un jour de repos après le voyage d'hier me fera du bien. Chut, Céline a disparu, laissant un sillage de parfum. Des promesses vagues de rentrer tôt. Julien s'est enfermé dans son bureau à domicile. Je suis restée seule avec la grande maison. Mes pensées, j'ai passé la matinée à explorer les pièces du rez-de-chaussée, étudiant les photos de famille, les livres sur les étagères, les petits détails qui en disent un plus sur les gens que leurs paroles. J'ai découvert que les livres étaient surtout des éditions cadeaux, beaucoup avec des dos intacts, la collection de musique de Julien, qu'il rassemblait soigneusement jeune, introuvable, remplacée par un système sonore ultramoderne avec des listes de lecture populaires. Julien est descendu pour un sandwich, l'air épuisé après des appels matinaux. Désolé, maman, le travail est fou en ce moment, a-t-il dit, se versant du café. Nouveau projet, nouveau délai. Ce n'est pas grave, mon chéri. Aïdjé a aidé à préparer le déjeuner. Je ne m'attends pas à ce que tu m'amuses à chaque minute. Nous avons mangé en cuisine. Julien parlait de sa promotion, ses nouvelles responsabilités, les plans de l'entreprise. Il parlait vite, nerveusement, évitant les pauses. J'écoutais, hoquais la tête, posais les bonnes questions, mais je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il évitait délibérément les problèmes financiers entendus hier. Céline fait de son mieux, a-t-il dit soudain, comme en réponse à une accusation non formulée. Son entreprise démarre à peine, mais elle a de grands projets. Une entreprise. Ai-je gardé une voix neutre. Tu ne m'as pas dit que Céline avait lancé sa propre affaire. Design d'intérieur. Julien a souri, un sourire crispé. Elle a toujours eu du goût, tu le sais. Elle a décidé d'en faire une profession. C'est louable.
J'ai siroté mon thé. Depuis combien de temps? Ça. Environ un an. Il a commencé à ramasser la vaisselle, signalant que le sujet était clos, pas encore beaucoup de clients, mais tu sais, une nouvelle entreprise, ça prend du temps. Et des investissements, voilà, des investissements, peut-être une partie de leurs problèmes financiers liés au lancement de l'entreprise de Céline. J'ai pris note mentalement. Bien sûr, mon chéri. J'ai aidé à charger le lave-vaisselle. Ça, au fait, je prévois d'aller à la banque demain. Sais-tu où est la succursale la plus proche? Une banque. Il a froncé les sourcils. Pourquoi veux-tu y aller? Maman? Oh, juste vérifier quelque chose avec mon compte? J'ai balayé de la main. Rien d'urgent. Julien s'est détendu. Il y a plusieurs succursales en centre-ville. Je peux t'y conduire. Si tu veux. Pas besoin. J'ai sourit. Je suis tout à fait capable de prendre un taxi. Je ne veux pas te détourner de ton travail. Il a hoché la tête, visiblement soulagé. Retournant à son bureau, j'ai continué mon exploration de la maison. Au 2e étage, j'ai trouvé le bureau de Céline, une pièce avec un grand bureau de designer, des échantillons de tissus, des catalogues de meubles, des magazines de design éparpillés, certains avec des pages cornées. Sur le bureau, une pile de factures dans des enveloppes ouvertes. Je savais que je ne devais pas regarder, mais la curiosité, l'anxiété ont pris le dessus. Les factures racontaient leur histoire. Paiement de cartes de crédit en retard avec un montant astronomique. Un avis de retard de paiement d'hypothèque. Une facture d'un paysagiste qui pourrait couvrir mes frais au jardin d'automne pendant des mois. Dans un tiroir, j'ai trouvé des contrats de prêt, des lettres d'agence de recouvrement. La situation était pire que je ne l'imaginais. J'ai tout remis soigneusement à sa place, quittant la pièce discrètement, me sentant comme une espionne dans la maison de mon fils. Mais les informations confirmaient mes soupçons. Ils vivaient bien au-delà de leurs moyens. La situation était critique. Vers le soir, Céline est revenue avec des sacs de magasin coûteux, joues rosées d'excitation, yeux brillants. Ah, une vente? A-t-elle expliqué, croisant mon regard. Impossible de résister. Au dîner, elle parlait d'une réunion avec un client potentiel, propriétaire d'une maison de campagne, voulant une rénovation complète. Si je décroche ce contrat, ce sera une percée. A-t-elle serré la main de Julien? Exactement ce dont nous avons besoin. C'est merveilleux. Ma chérie? A-t-il souri? Mais je voyais la tension au coin de ses yeux. Je les observais. Essayant de comprendre la dynamique de leur relation, Céline brillait. Contrôlante, exigeant l'attention, Julien cédait, apaissait, soutenait. Comme des acteurs dans une pièce bien répétée, chacun connaissant son rôle, mais derrière la façade parfaite, des fissures de plus en plus visibles. Après le dîner, j'ai prétexté la fatigue. Montant dans ma chambre, je voulais lire, mais j'avais oublié mes lunettes de lecture au salon. Descendant sur la pointe des pieds, pour ne pas déranger Julien et Céline, j'ai entendu leur voix du bureau, la porte entr'ouverte, la lumière tombant en une bande étroite sur le tapis du couloir. On ne peut plus tergiverser. La voix de Céline était insistante. La banque nous a donné un dernier avertissement. Un paiement manqué de plus. Ils entameront une saisie. Je sais. Julien parlait doucement, fatigué. J'essaie, Céline. J'ai parlé à mon patron d'une prime, mais pas avant le prochain trimestre. Le prochain trimestre. Sa voix a monté d'une octave. Tu plaisantes?
On est à 3 semaines de l'échéance de l'hypothèque, sans parler des cartes de crédit, du prêt auto. Une pause. J'ai entendu le bruit d'une bouteille ouverte, le tintement de verre. Il se servait à boire. Il faut penser à d'autres options, a dit Céline, baissant la voix. Des sources de revenus plus immédiates. Que veux-tu dire? Julien semblait méfiant. Ta mère, a dit Céline si doucement que j'ai retenu mon souffle pour entendre. Elle cache quelque chose. J'en suis sûre. Cette visite soudaine, ces questions sur la banque. Maman, Julien avrit. Un rire forcé. Elle n'a qu'une pension. Céline. Que pourrait-elle cacher? Je ne sais pas. A dit Céline. Mais quelque chose cloche? As-tu remarqué qu'elle garde sa valise avec elle? Ne la quitte jamais. Ne la déballe pas complètement. J'ai regardé dans sa chambre. Pendant que vous déjeuniez, elle était verrouillée. J'ai eu le souffle coupé. Elle avait fouillé mes affaires. Heureusement. J'avais verrouillé la valise. Tu as fouillé les affaires de ma mère. Julien semblait choqué. Ah, Céline, c'est hors des limites. Ne me fais pas la morale, a-t-elle rétorqué. On a besoin d'argent, pas de morale. Si ta mère a des économies, on doit le savoir. Et que suggères-tu? Julien a demandé après une pause, sa voix humble, comme s'il connaissait la réponse, sans vouloir résister. Parle-lui. A dit Céline plus doucement. Raconte nos problèmes. C'est ta mère. Elle voudra aider. Si elle a des économies, elle pourrait nous prêter. Sinon, eh bien, on saura au moins. Je ne peux pas juste lui demander de l'argent, a protesté Julien. Ce serait humiliant, plus humiliant que de perdre la maison, a demandé Céline, tranchante. Plus humiliant que de déclarer faillite, c'est ton choix. Julien, ta fierté ou notre avenir? Sams. Un silence. J'ai entendu Julien soupirer lourdement. D'accord. A-t-il dit enfin? Je lui parlerai demain. Mais n'attends pas de miracle, Céline. Elle n'a peut-être rien. Elle doit avoir quelque chose, a insisté Céline. La maison qu'elle a vendue valait beaucoup. Même si la plupart est allée à sa maison de retraite, il doit rester quelque chose. Je me suis reculée de la porte, craignant qu'ils entendent ma respiration. J'ai décidé de laisser mes lunettes en bas. Elles n'étaient pas si importantes, montant discrètement, essayant de ne pas faire craquer les marches. Je suis retournée dans ma chambre. Mon cœur battait à tout rompre. Ils étaient dans une situation désespérée, pire que je ne pensais, et maintenant, Céline avait convaincu Julien d'essayer de me soutirer de l'argent. Je me suis assise sur le bord du lit, essayant de rassembler mes pensées. Peut-être n'était-ce pas si mal. Après tout, c'était mon plan, partager l'héritage avec mon fils. Leur situation difficile rendrait mon cadeau plus précieux. Mais quelque chose en moi résistait. J'ai décidé d'attendre, d'écouter encore. Peut-être que le matin apporterait plus de clarté. Je n'ai pas bien dormi. Me réveillant à chaque bruissement, j'ai entendu des voix à nouveau. Venant de la chambre de Julien et Céline, à travers le mur mince, ils ne se disputaient pas, parlaient à voix basse, mais assez fort pour que je distingue les mots. Tu dois être plus convaincant, a dit Céline, parle-lui des enfants, qui ne pourront pas aller à l'université sans notre aide. On n'a pas d'enfants, ça, a répondu Julien. C'est quoi? Elle ne le sait pas. A balayé Céline. On peut dire que je suis enceinte, qu'on a besoin d'argent pour préparer l'arrivée du bébé. Je ne vais pas mentir à ma mère sur une grossesse, et Julien s'est indigné. C'est bas, même pour toi. Céline. Alors trouve autre chose. Sa voix s'est durcie.
Dis que tu as des problèmes de santé, besoin d'une opération, n'importe quoi. On a besoin de cet argent, Julien. Tout ce qu'elle a. Peut-être juste quelques milliers, a dit Julien. Ça ne résoudra pas nos problèmes. C'est un début, a insisté Céline. Et une fois qu'on saura combien elle a, on pourra planifier, comme la déplacer dans une maison de retraite publique. Ici. Quoi? Julien semblait choqué. Ne me regarde pas comme ça, si, a dit Céline. C'est du bon sens. Pourquoi aurait-elle besoin d'une maison privée coûteuse quand l'État peut fournir des soins de base? En la sortant de là, on économiserait quelques milliers par mois. J'ai figé, n'en croyant pas mes oreilles. Une maison de retraite publique. J'en avais visité une, pour voir une vieille amie, chambre surpeuplée, personnel indifférent, odeur d'urine, de désinfectant, patience attachée au lit. J'ai frissonné à cette pensée. C'est son argent, Céline, a dit Julien après une longue pause. Elle l'a gagné, c'est pour son confort à son âge. Son confort, Céline a laissé échapper un rire court. Oh. Julien, elle a 74 ans. Combien lui reste-t-il? 5 ans, 10 ans. Si elle a de la chance, nous. On a encore du chemin. Cet argent fera beaucoup plus pour nous que pour elle. Silence. Je pensais que Julien s'indignerait, me défendrait, mais quand il a parlé, sa voix était douce. Humble. D'accord, a-t-il dit. Je lui parlerai demain. Je découvrirai combien elle est. Essayerai de la convaincre de nous aider. Parfait. Céline semblait satisfaite. Et n'oublie pas de mentionner qu'on est toujours prêt à l'accueillir. Si maintenir une maison de retraite devient trop lourd, ça préparera le terrain pour une autre conversation. Et si elle refuse, a demandé Julien. Alors quoi? Alors, on pensera à d'autres options. La voix de Céline s'édurcit. Peut-être devrait-elle revoir son testament. Après tout, tu es son fils unique. À qui d'autre laisserait-elle l'argent? Tu parles de ma mère comme d'un sac d'argent. La voix de Julien tremblait. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'on soit au bord du désastre financier et que ta mère soit assise sur de l'argent qui pourrait nous sauver. La couper Céline. Il est temps d'arrêter d'être le fils à sa maman, de penser à notre avenir. Bieki, je me suis éloignée du mur, nauséeuse. Mon fils, mon Julien, le garçon que j'avais élevé seul après la mort prématurée de son père, à qui j'avais lu des histoires, dont j'avais soigné les genoux écorchés, à qui j'avais appris l'honnêteté, la bienveillance, planifié de me soutirer de l'argent, puis de m'envoyer dans une institution publique avec des soins minimaux, et Céline, ces mots, sur le temps qu'il me restait, sa nature calculatrice, sa volonté de manipuler, d'mentir, était plus effrayant que je n'imaginais. Cette femme ne me voyait pas comme une personne, mais comme un obstacle à surmonter pour atteindre mon argent. Il m'a fallu quelques minutes pour calmer le tremblement de mes mains. Mon premier réflexe était de frapper à leur porte. Crier, accuser. Mais à quoi bon? Julien s'excuserait. Céline feindrait le choc. Ils assureraient que j'avais mal compris, puis seraient plus prudents dans leurs paroles. Je perdrais mon avantage. Non, il fallait faire autrement. Protéger moi-même l'héritage de Colette, destiné à ma liberté, pas à payer les dettes de Céline. Ces foliers de dépenses, je devais partir. Avant qu'ils ne réalisent leur plan, je me suis levée discrètement, m'approchant de ma valise. Je l'ai ouverte. Vérifiant le compartiment secret, l'argent était là, 275 000 €. Enliassé, soigné, je l'ai refermé, me demandant si je devais partir maintenant, en pleine nuit,
ou attendre le matin pour appeler un taxi discrètement. La décision est venue. Vite, le matin, ils pourraient commencer leur plan. Je serais piégé dans des conversations, manipulations, peut-être des demandes directes. Non, mieux valait partir maintenant, à la faveur de la nuit. J'ai rassemblé mes affaires en silence, les rangeant dans ma valise. Je me suis habillé de vêtements confortables pour voyager, prenant mon sac avec mes documents, mon téléphone. J'ai pensé laisser une note, mais cela leur donnerait un avantage. Ils sauraient que j'avais tout entendu, pourraient préparer une explication prudemment. Évitant de faire craquer le plancher, je suis sorti de la chambre. La maison était silencieuse. Seule l'horloge du hall comptait les secondes. Je suis descendu lentement, chaque pas difficile, pas seulement à cause de l'arthrite, mais du poids sur mon cœur. Cette maison, ces gens, mon fils, sa femme, étaient ma famille, ou auraient dû l'être. Je réalisais maintenant que ce n'était qu'une illusion, un château de cartes s'effondrant au premier souffle de vérité dans le hall. J'ai sorti mon téléphone, commandant un taxi via une application, arrivé dans 15 minutes. Annoncer l'écran. J'ai désactivé l'alarme. Julien utilisait le même code que notre ancienne maison, sa date de naissance. Sortant discrètement sur le porche, fermant la porte derrière moi. L'air nocturne était frais, vivifiant. Je me suis tenu à l'ombre d'un arbre, serrant la poignée de ma valise, regardant les fenêtres sombres du 2e étage. Là, derrière, mon fils et sa femme complotaient pour me priver de mes dernières années de vie décente. La douleur de cette réalisation était presque physique. Les phares d'un taxi approchant sont apparus au loin. Il était temps de partir, de fuir la trahison que je n'avais jamais attendue de mon propre sang. Le taxi glissait silencieusement dans les rues désertes de la ville endormie. Je regardais par la fenêtre les maisons aux fenêtres sombres, comme si je voyais une vie d'une réalité parallèle, inaccessible. Étrangère, le chauffeur, un jeune homme au crâne rasé, une oreillette, n'a pas tenté de parler, ce dont j'étais reconnaissante. J'avais besoin de temps pour assimiler ce qui s'était passé. À la gare routière, c'est ça, a-t-il dit, quittant le quartier de Julien. Ah oui, s'il vous plaît. Ma voix était basse, mais ferme. Je serrai la poignée de la valise plus fort, comme si quelqu'un pouvait me l'arracher dans la voiture en mouvement. 265 000 €, de l'argent qui aurait pu améliorer ma vie, que j'allais partager avec mon fils, transformé en raison de ma fuite, d'un cadeau en proie, chassé par les gens les plus proches. La mémoire me rappelait des bribes de la conversation entendue. Combien lui reste-t-il? 5 ans. 10. Si elle a de la chance, ça préparera une autre conversation. Cet argent fera bien plus pour nous que pour elle. Les mots de Céline piquaient comme des guêpes, laissant des marques douloureuses dans l'esprit, mais ce qui faisait le plus mal était l'acquiescement de Julien, mon fils, mon garçon, qui me regardait autrefois avec des yeux pleins d'adoration, de confiance. Comment en était-on arrivé là? À quel moment avais-je cessé d'être une mère pour devenir une source de revenus potentiels? Le taxi a tourné dans une large rue menant à la gare routière. La ville nocturne semblait fantomatique, irréelle, comme un décor de théâtre d'ombre. Des lampadaires épars projetaient des cercles de lumière jaunâtre sur les trottoirs vides. Les enseignes des supérettes scintillaient d'un éclat néon. Nuit difficile, a demandé le chauffeur soudain, croisant mon regard dans le rétroviseur. On peut dire ça. Aïe, j'ai essayé de sourire, mais mes lèvres refusaient. Tu sais. Il a ralenti à une intersection. Ma grand-mère disait toujours, la nuit est plus sombre. Avant l'aube, ces vieux jeux. Mais il y a du vrai. Ta grand-mère était une femme sage.
Haï, j'ai dit, sentant une boule dans la gorge. J'espère qu'elle a raison. Il a hoché la tête, se concentrant sur la route, me laissant seul avec mes pensées. Ces pensées étaient amères. Je repensais à l'éducation de Julien seul après la mort précoce de Marcel. Le garçon n'avait que 15 ans quand son père est parti. Un âge difficile, surtout pour un garçon ayant perdu l'homme principal de sa vie. Je travaillais à 2 emplois pour lui offrir une vie décente, pour qu'il entre dans une bonne université, me privant de toutes, des nouveaux vêtements aux vacances qu'on ne pouvait pas se permettre. Je me souviens, quand il a eu une pneumonie en terminale, je n'ai pas quitté son chevet 3 jours, appliquant des compresses froides sur son front brûlant, comptant chaque souffle, priant tous les dieux auxquels je ne croyais pas, quand la crise est passée, le médecin disant que le pire était fini. Je me suis enfermé dans la salle de bain, sanglotant de soulagement, étouffant des larmes de gratitude, et maintenant, ce garçon, devenu homme, était prêt à m'envoyer dans une maison de retraite publique pour économiser quelques milliers par mois. L'amertume de cette trahison était si vive qu'elle me coupait le souffle. Nous y sommes. La voix du chauffeur m'a tiré de mes souvenirs. La gare routière était presque vide à cette heure tardive. Quelques figures solitaires somnolaient sur les sièges en plastique de la salle d'attente. Un agent d'entretien, poussant lentement un balai, nettoyait le sol en béton des traces de la journée. J'ai payé le chauffeur, laissant un généreux pourboire, me dirigeant vers le guichet, la caissière de nuit, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués, cheveux teints en rouge, feuilletait un magazine avec langueur. « Que puis-je pour vous » a-t-elle demandé, étouffant un bâillement. « Un billet pour Sainte-Maxime, sur le prochain départ. » Aïe dit, sortant mon portefeuille. Elle a cliqué sur le clavier. Il y a un bus à 4h30 du matin. Arrivé à Sainte-Maxime vers 8h. Ça vous va? Oui. Parfait. J'ai tendu ma carte bancaire. Un billet, s'il vous plaît. Après avoir pris le billet, j'ai trouvé un siège dans la salle d'attente, loin des autres passagers. Il restait plus d'1 heure avant le départ. J'ai posé ma valise entre mes jambes, serrant la poignée, sortant mon téléphone. 3 appels manqués de Julien. Il avait déjà remarqué mon absence. J'ai éteint le téléphone. L'explication pouvait attendre. Assise dans la salle, à moitié vide, je me sentais très vieille, très seule, toute ma vie. Je pensais bâtir une fondation solide pour l'avenir. Le mien, celui de mon fils. J'avais travaillé, économisé, planifié, et voilà le résultat. À 64 ans, dans une gare routière au milieu de la nuit, fuyant la maison de mon propre enfant avec une valise pleine d'argent. Drôle, si on y pense, ou tragique. La frontière entre comédie et tragédie était toujours mince. La fatigue venait par vagues, mais j'avais peur de fermer les yeux. Et si je m'endormais, que quelqu'un volait ma valise? Et si Julien devinait où j'allais, arrivé avant le départ du bus? Paranoïa, murmurait mon esprit. Mais mon instinct de survie était plus fort. L'embarquement pour mon bus a été annoncé. Je me suis levée avec peine, sentant mes genoux douloureux, après être resté sur le siège en plastique dur. Le bus était presque vide. Quelques étudiants avec des écouteurs. Un couple âgé au milieu. Un homme seul, en veste usée, ronflant près de la fenêtre. J'ai choisi un siège au fond, posant ma valise à côté, la couvrant de ma veste. Quand le bus a démarré, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si chaque kilomètre m'éloignant de la maison de Julien allégeait un poids invisible de mes épaules. Regardant par la fenêtre les silhouettes sombres des bâtiments, je pensais à l'évolution de ma relation avec mon fils. Quand il avait rencontré Céline, j'étais heureuse pour lui, une fille énergique, ambitieuse. Elle semblait parfaite pour mon Julien doux, parfois trop complaisant.
J'espérais qu'elle l'inspirerait à faire plus, à réaliser le potentiel que je voyais en lui, mais progressivement, j'ai remarqué un changement. Julien appelait moins, ses visites devenaient plus courtes, plus formelles. Quand je demandais des nouvelles de sa vie, il répondait en généralité, évitant les détails. Un jour, en appelant sans prévenir, Céline a répondu, disant que Julien ne pouvait pas venir, car ils étaient très occupés. J'entendais sa voix en fond, un rire coupé quand Céline lui parlait durement, couvrant le combiné. Peu à peu, je me sentais une étrangère dans la vie de mon fils, invitée pour Noël, la fête nationale, des fêtes obligatoires qu'on ne pouvait ignorer sans stigma social. Mais même là, je me sentais une invitée, pas une membre de la famille. Quand j'ai décidé de vendre la maison, m'installer au jardin d'automne, Julien n'a pas objecté. Il a proposé que je vive avec eux, sans enthousiasme dans sa voix. Céline ne cachait pas son soulagement quand j'ai refusé. « Tu seras plus heureuse parmi tes pères », avait-elle dit. Maintenant, je comprenais ce que cela signifiait. Tu seras loin de nous, de notre argent. Le bus s'est arrêté à une petite gare pour une courte pause. Je ne suis pas sorti, craignant de laisser ma valise sans surveillance. J'ai sorti une bouteille d'eau de mon sac. Buvant quelques gorgées, le téléphone dans ma poche a vibré. Julien encore. J'ai ignoré l'appel. Que lui dirais-je quand nous parlerions? Que j'avais entendu sa conversation avec sa femme, que je savais leur plan de m'envoyer dans une maison de retraite publique, que je me sentais trahi par mon propre fils. Les mots semblaient inadéquats, incapables de transmettre la profondeur de ma douleur, de ma frustration. Quand le bus a redémarré, le ciel à l'est commençait à s'éclaircir. L'aube venait lentement, à contre-cœur, comme si le soleil hésitait à se lever. Je regardais l'obscurité reculer, cédant à une lumière pâle, fluide, pensant à ce qui suivrait. À Sainte-Maxime, les jardins d'automne m'attendaient, un lieu qui n'avait jamais semblé un vrai foyer. Mais maintenant, le seul refuge sûr, sauf que je ne pouvais pas y retourner tout de suite. Julien me chercherait là d'abord. J'avais besoin d'un refuge temporaire pour rassembler mes pensées, décider de la suite. Puis, j'ai pensé à Hélène, mon amie de longue date, rencontrée à l'université, vivant dans une petite maison en périphérie de Sainte-Maxime, veuve depuis 5 ans, menant une vie calme, mesurée, me rendant parfois visite au jardin d'automne avec des pâtisseries maison, des potins frais. Ah, ma maison t'est toujours ouverte. Plaisantait-elle? Si tu te lasses de cette cage dorée, viens me voir. J'ai une chambre d'amis, pas d'horaire de médicaments. J'ai sorti mon téléphone, l'allumant, ignorant les notifications d'appels manqués de Julien. J'ai trouvé le numéro de Hélène, composant un message. Je serai à Sainte-Maxime vers 8 heures. Besoin de ton aide. J'expliquerai en personne. Peux-tu me rejoindre à la gare routière? La réponse est venue presque immédiatement, malgré l'heure matinale. Je serai là. Tout va bien. Pas vraiment. AIG écrit. Je te dirai en personne. J'attends. Ne t'inquiète pas, a répondu Hélène. Je ressentais une vague de gratitude pour cette femme qui, contrairement à mon propre sang, ne m'avait jamais tourné le dos. J'ai somnolé le reste du trajet, me réveillant à chaque virage. Freinage du bus, je rêvais de Julien, petit garçon aux genoux écorchés, yeux confiants, demandant pourquoi je partais. Je ne pars pas, lui disais-je dans mon rêve. C'est toi qui m'as quitté. Il me regardait sans comprendre, son visage changeant, mûrissant, ses traits s'aiguisant, ses yeux s'assombrissant, jusqu'à ce qu'un étranger se tienne devant moi, sous les traits de mon fils. Je me suis réveillée, le cœur battant, alors que le bus entrait à Sainte-Maxime.
La lumière matinale inondait les rues familières, leur donnant un aspect presque de carte postale. Une petite ville s'éveillant pour un nouveau jour. Des gens ordinaires se pressant au travail, les magasins ouvrant, le monde continuant de tourner. Malgré le cataclysme de mon univers personnel, la gare routière de Sainte-Maxime était un modeste bâtiment en briques rouges avec un petit café, un kiosque à journaux. J'ai vu Hélène dès que je suis descendue. Elle se tenait à l'entrée, grande, droite, avec une tignasse de cheveux gris en chignon négligé, portant une robe en lin simple, une cardigan. Malgré la fraîcheur matinale, Madeleine, elle m'a fait signe, s'approchant vite pour m'aider avec ma valise. Oh. Mon Dieu, tu as l'air épuisé. Que s'est-il passé? Longue histoire. Je l'ai enlacé, sentant l'odeur familière de savon à la lavande, de pâtisserie maison. Merci d'être venu. Ne sois pas bête. Elle a pris ma main. Ah, ma voiture est au parking. Allons chez moi. Je ferai le petit déjeuner. Tu me raconteras tout. En marchant vers sa vieille Volvo, je sentais la tension des dernières heures s'estomper lentement. Hélène ne posait pas de questions. Elle était là, fiable, calme, familière. Ton fils m'a appelé il y a 1 heure, a-t-elle dit brusquement, atteignant la voiture. Il a demandé si je savais où tu étais. Il semblait inquiet. Je me suis figée. Que lui as-tu dit? Que je ne t'avais pas vu depuis mardi. Quand je t'ai rendu visite au jardin d'automne, elle m'a regardé attentivement. Je n'ai pas menti, mais vu ton apparence, ton arrivée soudaine si tôt avec ta valise, il se passe quelque chose de sérieux. J'ai hoché la tête, sentant une boule dans la gorge. Très sérieux. Hélène, je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. Elle m'a aidé à monter en voiture, plaçant soigneusement ma valise dans le coffre. Et, quoi qu'il arrive, a-t-elle dit, démarrant le moteur, tu peux rester chez moi aussi longtemps que nécessaire. La chambre d'amis est toujours à toi. Merci. J'ai regardé par la fenêtre les rues de Sainte-Maxime, comme si je rentrais d'un long voyage épuisant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, décider de la suite. Bien, tu auras tout le temps du monde. Hélène conduisait avec assurance dans les rues matinales. En attendant, un petit déjeuner chaud, une douche, du repos, le reste peut attendre. Je me suis adossée au siège, sentant la fatigue des dernières 24 heures peser comme une lourde couverture. Il y avait beaucoup à décider. Que faire de l'argent? Comment me protéger des tentatives de Julien et Céline pour l'obtenir? Comment vivre avec la trahison des gens les plus proches? Mais à cet instant, je ressentais un étrange soulagement. Je n'étais plus prisonnière des illusions d'une famille heureuse. Je voyais la vérité, amère, douloureuse, mais la vérité, et dans cette clarté, une sorte de libération. La maison de Hélène est apparue à l'horizon, un petit cottage cosy avec un jardin plein de fleurs printanières, un lieu où m'attendait paix, sécurité, un refuge temporaire vers une nouvelle vie. Nous y sommes. Hélène a garé la voiture dans l'allée soignée. Bienvenue dans mon humble demeure. Je l'ai regardée, les rides au coin de ses yeux, son sourire bienveillant, ses mains aux veines saillantes comme les miennes, ressentant une vague de gratitude. Tu sais, j'ai dit, parfois, la famille, ce n'est pas le sang qui nous lie, mais les gens qui ne nous abandonnent jamais dans le besoin. Hélène a serré ma main. Bienvenue chez toi, Madeleine. Tout ira bien maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y croyais, la maison de Hélène est devenue mon sanctuaire pour les 2 semaines suivantes. Le cottage modeste, My Cozy,
avec un jardin plein de fleurs printanières, était exactement ce dont j'avais besoin. Un havre paisible loin de la tempête laissée derrière. Hélène, avec sa tactique habituelle, ne pressait pas de questions, me donnant le temps de me ressaisir. Ce n'est qu'au 3e jour, autour d'un thé de l'après-midi, que j'ai raconté toute l'histoire, l'héritage de Colette, mes plans de partager l'argent avec Julien, la conversation entendue, ma fuité nocturne. Les sales égoïstes. A dit Hélène, son visage habituellement calme crispé de colère. Ça, surtout cette Céline. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez elle. Julien n'est pas mieux. L'amertume m'envahissait. Il a suivi son plan, mon propre fils. Madeleine. Hélène a couvert ma main de la sienne. Certains manipulent si habilement qu'ils font perdre leur volonté. Je n'excuse pas Julien, mais peut-être que des années avec cette femme l'ont brisé. Je voulais objecter, dire qu'un homme adulte doit être responsable de ses décisions, mais un appel a interrompu. Hélène a regardé l'écran, fronçant les sourcils. « C'est encore lui. » A-t-elle dit, 3e fois aujourd'hui. Et Julien appelait Hélène tous les jours depuis ma disparition, parfois moi aussi, mais je ne répondais pas, lissant seulement ses messages. « Maman, où es-tu » On s'inquiète. Appelle. On peut parler? Si j'ai fait quelque chose de mal, discutons-en. Aucun message n'admettait de culpabilité, de compréhension de ce qui s'était passé. Le lendemain, 2 amies nous ont rejointes. Geneviève Moreau, voisinée des jardins d'automne, ancienne artiste excentrique à l'optimisme inébranlable, et Margot Simon, ancienne collègue de lycée, sarcastique, perspicace. Hélène a organisé la réunion comme un conseil de femmes, 4 femmes âgées, unies par l'amitié, un but commun de m'aider à planifier l'avenir. « Tu devrais le poursuivre » dit Margot. Après mon récit, pour préjudice moral, tentative d'abus financier. Margot. Geneviève a levé les yeux au ciel. Tu vois tout comme une raison de poursuivre. Madeleine n'a pas besoin de vengeance, elle a besoin d'un plan, de sécurité. Hélène a ajouté, Julien vient à Sainte-Maxime demain. Il cherchera Madeleine partout. Alors, il faut agir vite. Geneviève s'est avancée. J'ai une amie à Résidence des Vagues, une nouvelle maison de retraite sur la côte, bien plus agréable que les jardins d'automne, privée, avec des soins médicaux de premier ordre. Je peux l'appeler Résidence des Vagues. Je me souvenais du magnifique bâtiment avec vue sur l'océan que Hélène et moi passions parfois en voiture, mais ça devait coûter une fortune. Tu as une fortune, a dit Margot, hochant la tête vers la valise. Il est temps de l'utiliser pour toi, pas pour ces ingrats. Nous avons passé l'après-midi à discuter des options, élaborer un plan. Le soir, la décision était prise. Je déménagerai à Résidence des Vagues, payant 1 an de loyer à l'avance pour me protéger des manipulations financières de Julien. Je placerai une partie de l'argent sur un compte bancaire à mon nom, une autre en liquide pour les urgences. Le lendemain matin, Geneviève a appelé son amie à Résidence des Vagues. J'avais un rendez-vous avec la réceptionniste à midi. Hélène et moi y sommes allés après le déjeuner. Résidence des Vagues était comme je l'imaginais. Un élégant bâtiment à 3 étages avec des fenêtres panoramiques, entouré d'un parc soigné, donnant sur l'océan. À l'intérieur, Claire Beaumont, réceptionniste aux cheveux impeccables, yeux attentifs, nous a accueillis. Nous avons passé l'heure suivante à visiter. Suite individuelle, spacieuse, avec salle de bain privée, un restaurant avec menu de chef, une bibliothèque, un jardin d'hiver, une piscine, un centre médical avec personnel à temps plein. Tout était impressionnant.
promettait un confort dont je n'avais jamais rêvé au jardin d'automne, où nous essayons de créer un vrai foyer, pas juste un lieu de vie, a expliqué Claire, dans son bureau, discutant des détails. Le prix correspondait au niveau 2 fois plus que les jardins d'automne, mais avec l'héritage de Colette. Je pouvais me le permettre. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais prendre une décision pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. De retour chez Hélène. Geneviève et Margot nous attendaient avec des nouvelles. « Julien est ici », a dit Geneviève. Dès notre entrée, il était au jardin d'automne, demandant après toi, puis il est allé à la police. La police? Je me suis figée. Pourquoi? Yum, il voulait signaler une disparition, a expliqué Margot. Mais on lui a expliqué qu'un adulte en pleine capacité a le droit de partir sans prévenir sa famille, surtout s'il a laissé une note. Quelle notée? Aïgé regardait, perplexe. Margot a souri, satisfaite. Celle que j'ai déposée dans ta chambre au jardin d'automne ce matin, cher Julien. J'ai décidé de prendre de petites vacances. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je te contacterai quand je serai prête. C'est ton écriture. Enfin, assez proche. J'étais partagée entre l'horreur et l'amusement. C'est une fausse pièce d'identité. A-t-elle haussé les épaules? Une défense d'amie? D'ailleurs, tu vas vraiment bien. Et tu le contacteras quand tu seras prête. J'ai juste accéléré le processus. La semaine suivante, nous avons mis le plan en œuvre. J'ai fait les démarches pour déménager à Résidence des Vagues, ouvert un nouveau compte bancaire, y déposant la moitié de l'héritage de Colette, divisant le reste entre un coffre-fort, un petit magot dans mon nouvel appartement. Le jour de mon emménagement, à Résidence des Vagues, j'ai décidé de prendre l'appel de Julien. « Julien ?» Ma voix était plus calme que prévu. « Maman !» Il a soupiré de soulagement. « Dieu merci, où es-tu ?»« Je suis en sécurité. »« Aïe, j'ai dit. »« Et je sais, Julien, j'ai tout entendu. Une pause si longue que je me demandais si la connexion était perdue. »« De quoi parles-tu » a-t-il enfin demandé, sans assurance. « De ta conversation avec Céline. Vos plans pour prendre mon argent, m'envoyer dans une maison de retraite publique. Combien de temps il me reste? 5 ans. Des. Si j'ai de la chance. Silence. Encore. Puis une voix étouffée. Maman, je peux expliquer? Ça. Pas besoin. L'ai-je interrompu? J'ai tout compris cette nuit-là. C'est pourquoi je suis partie. Ce n'est pas ce que tu penses. Y a-t-il dit vite, comme s'il craignait que je raccroche. Céline était bouleversée, disant des bêtises. On ne ferait jamais ça. Mais tu as accepté, Julien? Une boule montait dans ma gorge. Je t'ai entendu dire d'accord. Promettre de me convaincre de donner l'argent. J'essayais juste de la calmer. Sa voix désespérée. Et on est dans une situation financière difficile, mais je ne te ferai jamais de mal. Maman, jamais. Ah, c'est trop tard. Julien. Aïgé soupirait. Le mal est fait. Je ne peux plus te faire confiance. Nous avons convenu de nous rencontrer dans 2 jours, dans un café au bord de l'eau, un lieu public où il ne pourrait pas me presser. J'ai demandé à Hélène et Margot de m'accompagner. Elles ont accepté sans hésiter. Julien est arrivé à l'heure. Séoul, sans Céline. Comme demandé, il semblait hagard, cerné sous les yeux, barbe négligée, loin du cadre soigné d'il y a quelques semaines. Maman! Il s'est précipité, essayant de m'enlacer, mais je me suis écartée. Je suis si heureux de te voir. Assieds-toi, Julien.
AIG indiquait la chaise en face. Je veux te présenter mes amis, Hélène et Margot. Il leur a hoché la tête, visiblement gêné par leur présence. J'espérais qu'on pourrait parler en privé. Ce n'est pas négociable. L'ai-je coupé? C'est comme ça ou rien? Maman, je dois expliquer cette conversation. Céline était bouleversée. On a reçu un avis de saisie hypothécaire. Elle disait des choses qu'elle ne pensait pas. Et toi, l'ai-je fixé? As-tu dit des choses que tu ne pensais pas? Il a baissé les yeux. J'ai été faible, effrayé. J'ai accepté pour l'apaiser, mais je n'aurais jamais réalisé ce plan. Jamais. Comme c'est pratique. Il a observé Margot. On peut toujours dire qu'on n'allait pas faire ce qu'on a dit. Maman, je t'aime. Tu es ma seule mère. Comment pourrais-tu penser que je pourrais te faire du mal? Parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles. Julien. AIG dit calmement. Tu as suivi le plan de Céline. Tu ne m'as pas protégée. Yes. J'ai eu tort. Il a tendu la main à travers la table, essayant de prendre la mienne, mais je me suis écartée. J'étais faible, confuse. On est vraiment dans une situation financière difficile. Céline a trop dépensé pour son entreprise, qui n'a jamais généré de revenus. On a 3 prêts en retard. La banque menaçait de saisir la maison. Et c'est pourquoi vous avez décidé de m'utiliser. Ce n'était pas une question, une affirmation. Yes, non. Je veux dire, ça, il a bégayé. Céline a suggéré que je te demande de l'aide. C'est tout. Je sais que ça semble affreux, mais elle ne voulait pas. Si. AIG dit fermement. Chaque mot. Et tu étais d'accord? J'ai déménagé, Julien. AIG continuait. Dans une nouvelle maison de retraite. Meilleure que les jardins d'automne. Je suis en sécurité. Surveillé là-bas? C'est bien. Il a hoché la tête, évitant mon regard. Je suis heureux pour toi, maman, et je ne te donnerai pas d'argent. AIG poursuivit. Ni maintenant, ni plus tard. L'héritage de Colette est ma chance pour une vieillesse décente. Je ne laisserai personne me le prendre. Il a tressailli. Alélie, comme frappé. Un héritage de Colette. Ses yeux se sont élargis. Donc c'est là? Combien? Ça ne te regarde pas. Hélène est intervenue. Cet argent appartient à ta mère. Je demandais juste. Il a levé les mains. Protecteur. Je ne savais même pas que tante Colette était morte. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Maman. Parce que tu ne t'es presque pas intéressée à ma vie ces dernières années. Julien. L'amertume montée, appel une fois par mois, visite formelle au fait. Je suis devenu un point sur ta liste de tâches, pas une personne. Et maintenant, a-t-il enfin demandé, tu vas juste me rayer de ta vie? J'ai soupiré, malgré la douleur, la déception. Je ne pouvais pas abandonner mon fils complètement. Il était mon sang, une partie de moi. Non, Julienne, mais les choses seront différentes. Pas de visite imprévue, pas de discussion d'argent. Si tu veux faire partie de ma vie, tu devras prouver que je peux te faire confiance. Et Céline, il semblait inquiet. Je ne veux pas voir Céline. Ma voix était ferme. Ah, jamais? Il a hoché la tête, acceptant les conditions. Au moment des adieux, il a essayé de m'enlacer. Cette fois, je l'ai laissé. Une étreinte brève, formelle, sans la chaleur d'autrefois. Les mois suivants ont été une période d'adaptation, de découverte. Résidence des Vagues était exactement ce dont j'avais besoin.
Un lieu calme, confortable, avec un personnel respectueux, des voisins intéressants. Mon appartement avec vue sur l'océan est devenu un vrai havre. Un salon spacieux avec de grandes fenêtres, une chambre avec un lit confortable, une petite cuisine où je pouvais cuisiner quand je ne voulais pas aller au restaurant commun. Julien appelait chaque semaine, comme promis. Nos conversations étaient polies, mais superficielles. Margot avait raison. 1 mois après notre rencontre, Julien a appelé, demandant une aide financière. La banque a fixé une date d'expulsion. Maman, sa voix tremblait. On va perdre la maison. Je ne demande pas beaucoup, juste un petit prêt pour gagner du temps. Non. Ah, non, Julien. J'étais ferme. On en a parlé. Pas de discussion d'argent. Mais, maman, non. Léger interrompu. Vends la maison avant qu'elle ne soit saisie, trouve un endroit plus petit, commence à vivre selon tes moyens. Il n'a pas appelé pendant 2 semaines après cette conversation. Quand il l'a fait, il m'a dit que lui et Céline avaient décidé de vendre la maison, de déménager dans un appartement. Elle était furieuse, me blâmait, mais il n'avait pas le choix. Pendant ce temps, à Résidence des Vagues, j'ai trouvé une nouvelle famille. J'ai rencontré René, ancien professeur de littérature, qui animait un club de lecture hebdomadaire, Elisabeth, veuve d'un amiral, dont les récits de voyage dans le monde faisaient oublier le temps, et Pierre, ancien chef, qui donnait parfois des cours de cuisine pour les résidents, Hélène. Geneviève et Margot visitaient souvent. Nous prenions le thé sur ma terrasse, face à l'océan, jouions aux cartes, discussions de livres, de films. C'étaient les heures les plus heureuses de mes journées, passées avec des gens qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. Un soir, sur la terrasse, regardant le coucher du soleil, Geneviève a suggéré « Et si on partait en voyage, toutes ensemble ?» En voyage. Aïe, j'ai regardé. Surprise. Où ça? En Europe. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. J'ai toujours rêvé de voir Paris, Rome, Barcelone. On pourrait louer des appartements via ces nouveaux services, voyager à notre rythme. À notre âge, a demandé Margot, sceptique, mais avec une pointe d'intérêt. Pourquoi pas? A appuyé Hélène. On ne rajeunit pas les filles. Sinon maintenant, quand je réfléchissais, j'avais l'argent, celui que Colette m'avait laissé, pour vivre pleinement, pas juste exister. Pourquoi ne pas en utiliser une partie pour réaliser un vieux rêve? Vous savez, aïe, j'ai dit, Marcel et moi avions prévu d'aller en Italie après sa retraite, visiter Florence, Venise, la Toscane. Mais il est tombé malade. Eh bien, le projet est resté un projet. Alors, il est temps de le réaliser, a dit Hélène, me regardant avec compréhension. Nous avons passé le reste de la soirée à planifier le voyage, listant les villes à visiter, discutant des itinéraires, riant à l'idée de 4 femmes âgées françaises conquérant l'Europe. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une vraie excitation, une anticipation pour l'aventure. Quand mes amis sont partis, je suis restée sur la terrasse avec une tasse de thé, regardant l'océan nocturne. Mon téléphone a vibré, Julien appelait. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussée à décrocher. « Maman », sa voix semblait tendue. « J'espérais que tu répondrais. Qu'est-ce qui ne va pas? »« Julien !» J'ai ressenti une légère anxiété. « A-t-il bégayé? J'ai besoin de ton aide. Maman, Céline et moi avons rompu. Elle est partie avec son prof de yoga, a pris la plupart de nos économies.
Je ne sais pas quoi faire. J'ai fermé les yeux. Des émotions contradictoires s'affrontant en moi, compassion pour mon fils, lassitude née d'une expérience amère. Ah, je suis désolée. Julien, ai-je dit enfin. Mais si tu appelles pour de l'argent, non, m'a-t-il interrompu. Enfin, oui, j'ai besoin d'argent, mais pas le tien. Je me demandais si tu pouvais chercher un appartement à Sainte-Maxime. Quelque chose de pas cher, je pense y déménager, recommencer. Plus près de toi. Je ne savais que dire. Une partie de moi voulait croire en son désir sincère de reconstruire notre relation. L'autre soupçonnait une nouvelle manipulation. Je comprends, si tu ne veux pas aider. Ça, a-t-il ajouté doucement. Après tout ce qui s'est passé, mais je veux vraiment changer, maman, être une meilleure personne, j'ai besoin de ton soutien. Pas financier, juste savoir que tu es là pour moi. J'ai fixé l'océan sombre, pensant au voyage à venir, à mes nouvelles amies, à la liberté trouvée, que la vraie famille n'est pas toujours celle liée par le sang, mais ceux qui choisissent d'être là, qui vous voient comme une personne, pas un moyen. J'y réfléchirai. Julien, ai-je dit enfin. Appelle-moi dans une semaine. Là, je suis occupé à préparer mon voyage. En voyage. Il semblait surpris. Où vas-tu? En Europe. Une légère sourire sur mes lèvres. Avec mes amis, on veut voir le monde, tant qu'on le peut. C'est merveilleux. Maman, il semblait sincèrement heureux. Tu le mérites. Quand nous avons fini, je suis restée sur la terrasse, écoutant le bruit des vagues, méditant sur les étranges tours du destin. À 64 ans, ma vie avait changé de façon inimaginable. J'avais perdu les illusions sur la famille, mais trouvé de vrais amis, survécu à la trahison, mais trouvé la liberté. Je ne savais pas si je pourrais pardonner pleinement à Julien, lui faire confiance à nouveau, si son désir de changer était sincère ou une autre tentative de manipulation. Mais je savais une chose, je n'étais plus invisible. Une vieille femme sans voix à ignorer, à utiliser, j'étais Madeleine Lefebvre, une femme avec sa propre volonté, un droit au bonheur, une vie digne d'être vécue, et personne ne pouvait me l'enlever.